Je redis bonsoir à toutes et à tous, notamment à ceux qui écouteront l'enregistrement ou qui visionneront la vidéo. Comme j'ai pu le dire, Fabrice est souffrant et n'a pas pu être là ce soir. Et ce matin, il m'a appelé, il m'a demandé de le remplacer. Et je suis donc très heureux d'être là. Et quand on a discuté un petit peu de quoi je pouvais bien parler avec vous ce soir, il nous a semblé que le mieux était de partir de mon expérience et qu'actuellement, mon expérience la plus marquante, celle qui remplit une bonne partie de mon quotidien, c'est de transmettre la méditation pour des élèves dans des établissements scolaires, dans des lycées et des collèges. Donc c'est de ça que je vais parler avec vous ce soir. Et ce qui me semblait intéressant de partager avec vous, c'est comment, c'est une expérience, je vais y revenir, que je vis depuis un peu moins de 2 ans. Je suis dans l'école depuis 7 ans. Quand j'ai commencé à intégrer les lycées et les collèges, j'étais parti dans une direction et la lecture de Foutez-vous la paix, suivie par celle de Sauvez votre peau, a peu à peu complètement bouleversé ma manière d'aborder la rencontre avec les élèves. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler ce soir. Au fond, Fabrice, tout ce qu'il a dit dans Foutez-vous la paix et dans Narcisse, il le dit depuis le début. Mais c'est comme là, si la façon dont il nous le transmettait à travers ces 2 ouvrages et à travers tout ce qu'il a pu nous déplier quand il est venu enseigner en direct, en tout cas pour mon expérience, m'a permis de toucher encore plus profondément mon propre mal-être, et dans cette possibilité d'aller toujours plus loin dans la vue claire de ce mal-être, m'a poussé et me pousse tous les jours à m'accepter de plus en plus tel que je suis. Et au fond, je le sais depuis le début, je l'ai entendu ça, qu'il fallait s'accepter tel que l'on est. Mais c'est tellement un chemin de vie. Toujours des choses se cachent. Ah, là encore, je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Ah. Et je crois vraiment que ces 2 ouvrages marquent notre histoire. Et je le vois par rapport à mon expérience, c'est clair, mais je le vois maintenant d'autant plus que je rencontre les élèves, les adolescents, parce que c'est des adolescents, comme on les appelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir le titre un petit peu de cet enseignement. Le titre de cet enseignement, c'est « Sauvons nos adolescents. Apprenons à nous pardonner d'être tels que l'on est. » Sauvons nos adolescents. Je pense que c'est ça qui motive profondément mon aspiration aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'ai fait un saut. Formateur dans le travail social, depuis 2 ans avant, du coup ça faisait 4 ans, j'étais là, j'étais très bien installé, ça se passait plutôt même très bien. J'accompagnais des promotions dans leur mouvement pour devenir éducateur spécialisé, c'est mon métier de base. Et c'est clair que ça m'a passionné, ça me passionnerait encore si je le faisais. Mais au fil de mon expérience dans cette école, peu à peu s'est ouvert l'idée que peut-être que mon aspiration la plus profonde, c'était de transmettre la méditation tout le temps, presque. Et de pouvoir retrouver un public
que j'avais quitté parce que donc, j'ai été éducateur spécialisé et pendant 7 ans, j'ai été ce qu'on appelle un éducateur de rue. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans un quartier à Gennevilliers et mon travail, c'était de pouvoir créer une relation de confiance avec les jeunes qui étaient sur place, les adolescents. C'était 12-25 ans, c'était aussi des jeunes adultes. Et quand je suis devenu formateur dans le travail social, c'était un autre type de métier. J'avais vraiment envie de retrouver les adolescents. Parce que je pense profondément qu'ils sont un miroir de ce que l'on est nous aujourd'hui. Et donc dans cette école, moi ce que j'ai appris ici, pas dans l'école où je suis quand je vais travailler, dans cette école, ce que j'ai appris de fondamental, c'est la possibilité, et c'est ce que dit Fabrice dans Narcisse, la possibilité de se rencontrer et grâce à la méditation de pouvoir regarder chaque chose qui se passe là sans le juger. Et c'était un profond soulagement. Et plus que la méditation, cette école, ce qu'elle m'a permis vraiment, c'est d'entrer dans un monde. Et je crois que pour ceux qui ont déjà fait un stage, même si le mercredi on essaye de le faire, et je pense que déjà les personnes qui viennent le mercredi pour la première fois, il y a quelque chose qui est touché directement, mais quand on fait un stage ou un séminaire, on voit ce monde. Et dans ce monde, il est tout à coup possible, peu à peu, ça ne se fait pas de suite, et je le vois maintenant que je coordonne, où je suis vraiment dans presque tous les stages, je vois à la fois pour mon expérience, mais aussi pour les gens qui arrivent, ça ne se fait pas de suite. Mais peu à peu, on arrive, on a notre vie, on est plus ou moins stressé, on a plus ou moins de pression, on a un métier plus ou moins difficile, et puis on arrive, puis on se pose, on arrête le speed, et là, tout d'un coup, on se rencontre. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est possible de parler de cette rencontre aux autres, d'avoir une relation authentique avec d'autres. Et ça, je crois que c'est ce qui me met en joie quand je regarde, souvent je me mets à table, et juste je regarde les gens. Et comment peu à peu, je les vois s'ouvrir jour après jour, heure après heure, et comment je les vois juste être eux-mêmes et se permettre d'être juste authentiquement eux-mêmes. Et ils peuvent parler de leurs émotions, de ce qui est difficile, de leur sensibilité. Et là, je me dis, ça c'est formidable. Et quand je retrouve le monde qui n'est pas celui de l'école ou qui n'est pas conditionné parce qu'il est autre chose actuellement, je suis terriblement bouleversé par le fait que les gens se cachent tout le temps. Et comment le fait de se cacher tout le temps crée une profonde souffrance. Et je crois que c'est ça l'enseignement le plus formidable de cette école, c'est si on arrive à accueillir, accepter cette profonde vulnérabilité qui nous constitue tous, au fond, c'est à la fois le chemin de la vraie force et à la fois le chemin d'un bonheur à long terme. Et je crois que quand je suis dans le monde, et j'aime être dans le monde, je ne suis pas du tout, mais je suis bien dans les stages, mais j'adore être dans le monde. Et d'ailleurs, à la fin d'un stage, je suis tellement heureux de revenir dans le monde. J'aime ce monde. Mais cette carapace qu'on a tous, nous isole profondément. Et je crois que c'est ça qui est profondément marquant, c'est la distinction que fait Fabrice entre la solitude, qui est pleinement nécessaire. On a à faire l'épreuve chacun de notre solitude. Et la distinction qu'il fait avec se sentir isolé. Et je crois que là, ce mardi, j'étais dans un collège. Et ce qui m'a marqué, et c'est pour ça que j'avais envie de discuter de ça avec vous ce soir, ce qui m'a marqué le plus quand j'ai discuté avec les élèves, c'est de sentir qu'ils étaient profondément isolés. Et quand je vous disais que c'est le miroir de qui on est,
c'est marquant de voir que l'adolescence, qui est le mouvement de la vie qui se donne, il y a plein d'aspects, mais il y a aussi, on peut repérer que l'adolescence est aussi, dans son aspect positif, le mouvement de la vie qui se donne. Je rencontre des adolescents qui ont déjà perdu la flamme. C'est déjà éteint, là. Pour revenir un petit peu, pour que vous compreniez comment je fonctionne à travers mon expérience dans les lycées et les collèges. Donc, pour revenir à cette idée d'il y a 2 ans, me disant que c'était vraiment ce que j'avais à faire, je me le suis lancé, je suis devenu auto-entrepreneur. Et une partie de mon activité aujourd'hui se situe donc dans les lycées. Ça a commencé par un lycée, une enseignante qui est venue à l'école. Grâce à l'école, il se passe beaucoup de choses. Et qui a souhaité me rencontrer parce qu'elle savait un petit peu ce que j'avais envie de développer. Et puis ce projet cette possibilité de rencontrer leurs élèves et de leur parler de la pratique lui a parlé aussi d'autant plus profondément. Et elle voulait me faire rencontrer la CPE, quelques enseignants qui avaient envie. Et puis finalement, j'ai rencontré la principale et la proviseure et ça a collé et c'était parti pour une expérimentation d'1 an dans un lycée. Et aujourd'hui, ça explose complètement. Parce que j'ai même pas, pour l'instant, j'ai même pas eu le temps de parler, de faire de la prospection. Ça se fait parce que, comme je l'avais dit une fois, l'Occident appelle la méditation. L'Occident appelle profondément. Et donc, ce qui nous a semblé important à partir de cette expérimentation dans un lycée, c'était d'abord de former les enseignants. Parce que l'idée, ce n'est pas que je reste dans le lycée ou dans le collège toute ma vie et que je suis là à dire c'est moi qui transmets la méditation. L'idée, c'est aussi de pouvoir transmettre quelque chose qui se fasse tout seul. Et donc, voilà, dans chaque lieu où je vais, je commence par une formation aux enseignants, dans l'idée que peu à peu, ceux qui le souhaitent, c'est une formation facultative bien sûr, mais que ceux qui le souhaitent, ils pourraient, peu à peu, dans leur classe, redonner ce qu'on appelle, on en parle comme ça avec eux, et ça leur parle, redonner un petit peu de sacré au moment de la classe. Parce que ce que je vois et ce qu'ils peuvent me témoigner, les enseignants, c'est que, et là c'est un autre point, c'est pas cette tyrannie de la perfection dans laquelle on est et qui nous bouffe de l'intérieur et qui fait qu'on s'isole parce qu'on ne veut surtout pas montrer qu'on a des failles. Mais là c'est plutôt un autre aspect, c'est cette forme de divertissement permanent dans lequel on est et qui fait que les élèves, ils sont perdus. Pour eux, la vie est un divertissement. Donc, que ce soit la récréation ou la classe, il n'y a pas de passage qui se fait. Vous voyez, j'ai beaucoup travaillé la question de l'anthropologie avant dans mon métier d'éducateur spécialisé, parce que j'ai dû rencontrer des personnes de cultures différentes que la mienne. J'ai fait un gros travail aussi dans ce sens-là. Et la notion de rituel, de passage, c'est des choses qui nous marquent. Dans toutes les traditions culturelles, il y a ces rituels de passage. Et bien là, on rentre dans la classe, c'est comme si on était encore dans la récré, quoi. Et la classe, ça devient infernal. Moi, les premiers enseignants, le premier lycée où j'ai expérimenté, c'était un lycée professionnel. Alors bon, les enseignants me disaient, au fond, sur 45 minutes de classe, d'heures, enfin ils appellent ça les heures de classe, mais au fond c'est 45 minutes, 5 minutes, on arrive à faire vraiment classe. Le reste du temps, c'est la guerre. Donc l'idée, c'est redonner à cet espace de la classe du sacré, et ce sacré peut être posé par l'intermédiaire de la pratique notamment. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand les élèves arrivent, ils se posent, et l'enseignant qui le souhaite fait poser les élèves pendant quelques minutes en méditation. Le cours se passe, et je le vois même là depuis quelques temps, comment ces élèves qui avaient tellement de mal à se poser au départ, bon je vous raconterai ça plus tard, mais qui avaient tellement, petit à petit, c'est même eux qui redemandent cet espace, même si au départ ça crée une panique et
Et ils s'agitent, ils ne savent pas trop, mais peu à peu, ça commence. Ils redécouvrent, ils laissent passer cette panique, et ils se disent, mais putain, mais waouh, mais enfin, je peux retrouver quelque chose de plus profond que ce divertissement permanent dans lequel mon esprit est plongé à longueur de journée. Et là, c'est... Et de voir ça, moi, j'avais tellement peur. Je me disais, mais ça ne marchera jamais, mais comment je vais faire Des ados. En plus, le premier, je vous dis, le lycée, c'était que des jeunes de quartier, tout ça. Alors, je connaissais ce public, c'est pas pour rien que je suis là. Mais, comme je le disais à certains, quand j'ai été éducateur de rue, moi, j'étais juste à l'écoute de ces jeunes et je les accompagnais dans leurs projets. Là, c'est moi qui arrive avec mon truc. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout le même rapport. Et pourtant, ça marche. Et c'est là aussi où ça me donne encore plus confiance en cette pratique. Et puis, la classe se fait, quelque chose se pose, et puis à la fin de la classe, on se pose quelques minutes. Et là, dans le lycée, dans ce lycée-là, pas dans le collège où je vais vous parler tout à l'heure, mais dans ce lycée, ça fait la 2e année que j'interviens. Et là, aujourd'hui, certains enseignants sont appropriés. Donc, je vous dis, les élèves demandent. Quand ils sont trop agités, ils disent « Madame, on ne peut pas faire un petit temps de méditation ?» Parce qu'en fait, j'ai rencontré... Il faut le dire, dans ce lycée, c'était un truc de... J'ai rencontré toutes les secondes, toutes les premières et toutes les terminales. C'est-à-dire tout le lycée. Et c'est un lycée professionnel assez petit de région parisienne, c'est dans le 19e. De région parisienne, de Paris dans le 19e. Et en fait, je connais tout le monde maintenant. C'est comme quand j'étais dans la rue. C'est-à-dire là, je connais, je rentre dans le lycée, c'est chez moi. Et ça veut dire que là, il y a des élèves, parce qu'en fait, c'est des classes où il y a un espace ouvert. Donc, on voit ce qui se passe. Et ce que je trouve fou cette année, c'est qu'il y a des élèves, donc, parce que des fois, je parle beaucoup, hein, et des fois, on parle, et puis on oublie de méditer, ça sonne. Et je dis, oh mince, le temps est déjà passé. On ne sort pas, on médite. Là, même les enseignants me disent, mais j'ai jamais vu ces élèves qui, au moment de la sonnerie, normalement, c'est taillot, quoi. Allez, il y en a quelques-uns, j'avoue, ils mettent le manteau directement, mais allez, on le fait. Et là, les autres élèves donc, partent dans le couloir, donc je dis, le bruit, on a travaillé cette question du bruit, donc le bruit dans le couloir, c'est plus un problème. Il y a des élèves qui passent et qui voient les autres méditer, et ça fait partie des mœurs, quoi. Le devoir des jeunes méditer, chut, on passe, allez, ça médite. Quand j'ai vu ça, alors je me suis dit, wow. Je ferme la parenthèse. Non, je voulais revenir vraiment à cette expérience de mardi sur cette tyrannie de la perfection qui nous pousse à ce phénomène d'isolement. C'est ça que j'ai découvert, enfin je le savais un petit peu, mais que j'ai découvert que les adolescents étaient profondément isolés. Et quand j'ai parlé de cette tyrannie de la perfection avec eux, ils ont très bien compris. Alors j'amène cette question, j'essaie d'illustrer, donc cette idée d'une tour de contrôle qui viendrait sans arrêt leur dire que ça ne va pas, ce qu'ils font, qu'il faudrait faire mieux. Et que finalement, cette tour de contrôle, ça rend difficile la possibilité d'être là, parce qu'elle produit sans arrêt, alors j'ai parlé de ce point-là avec eux, ça crée sans arrêt un phénomène de ressassement. Qu'est-ce que c'est le ressassement, je leur demande. Ressassement, alors il y a toujours un qui dit, mais ils participent, hein, il y a toujours un qui dit, ouais, non, mais c'est des souvenirs qui reviennent, c'est ça. Et quand on n'est jamais satisfait de soi, qu'est-ce qui se passe ? Des souvenirs reviennent constamment. Et ces souvenirs, on essaye de refaire un nouveau scénario. Et si j'aurais fait comme ça, qu'est-ce qui serait passé ? Et si vous êtes dans votre cours d'histoire et que sans arrêt, vous pensez aux souvenirs de ce matin qui vous prend la tête, est-ce que vous êtes capable d'avoir l'attention nécessaire qui fait que vous allez retenir quelque chose de ce cours d'histoire à la fin de la journée ? Non. Et ça leur parle de suite, ça touche vraiment le concret de leur vie. Même pour nous, hein, voir cette tour de contrôle à l'œuvre, c'est très difficile. Tellement elle est subtile. Même pour nous, c'est difficile. Donc, j'essaie vraiment de montrer des exemples concrets pour qu'ils arrivent à voir le phénomène. Et très vite, ils me disent, mais il y a cette tyrannie de la perfection. Mais c'est bizarre parce que personne n'est parfait. Souvent, ils disent ça, la première truc, mais non, mais personne n'est parfait, monsieur. Je dis, mais oui, on le sait, tous. Mais c'est bizarre, on le sait, mais malgré tout, on fait semblant de l'être.
Il y a un passage du livre qui m'a beaucoup aidé aussi dernièrement pour pouvoir leur parler de cette tyrannie de la perfection pour que ce soit un peu plus imagé. Je ne leur dis pas exactement ce passage du livre, mais j'essaye à partir de là de penser l'illustration. Et en fait, moi, je me suis beaucoup appuyé pour cet enseignement sur le chapitre 6, donc de Sauver votre peau, se pardonner d'être imparfait. Vous avez compris, hein, c'est de ça qu'on parlait. Et donc, je lis ce passage. Ça nous concerne tous. Mais ça a permis de vraiment percer chez les jeunes une compréhension. Nous avons beau nous harceler et nous maltraiter, nous ne correspondons pas à l'image de la réussite, de la beauté, du bonheur, que nous renvoient en permanence des modèles virtuels soutenus par les conseils de psychologues et autres experts qui se sont donnés pour mission de nous guider sur la voie de leur normalité. Bon, je ne parle pas des psychologues, mais je parle plutôt des modèles virtuels avec eux, et de tout le monde des séries, de tout le monde de... Et ça marche. Et je crois que le point central, c'est ce mot de normalité. Et moi, quand je rencontre les adolescents, ce qui me frappe, c'est que c'est uniforme. Alors oui, il y a des profils différents, mais on se rend compte que notre société a du mal à rendre la possibilité d'une originalité, d'une singularité d'un être à s'exprimer. Et on le voit dès l'adolescence. Ils sont enfermés dans des rôles, et très facile. Sur ça, les sociologues, ils s'éclatent. Hein. C'est facile pour eux. Les cases, elles sont déjà là. 3-4 cases, et puis, alors, t'es quel profil, toi ? T'es le mauvais élève, t'es le bon élève, t'es là... Et vraiment, l'originalité a du mal. Alors, bien sûr, si on regarde de plus près, elle est toujours là. Elle est toujours présente, parce qu'on le sait en nous-mêmes qu'elle est toujours là. Mais si on regarde de loin, on est ahuri. Il faut vraiment s'approcher de quelqu'un pour essayer d'aller voir derrière quelque chose de sa singularité qui peut un peu vivre. Et c'est ça, en gros, mon métier, dans cette idée d'aller chercher ce fil et de tirer. Mais autrement, c'est les mêmes profils. Et ça a des conséquences énormes. Du coup, je leur dis qu'on vit dans un grand théâtre. Et ça leur plaît. On joue chacun un rôle. Et que la plupart de nos énergies, de nos pensées sont là pour construire, ce que je vous disais tout à l'heure, une carapace. Et ça, la carapace, ça leur parle tout de suite. Ils reprennent après, quand on en parle après coup, ils disent « Ouais, cette carapace, mais c'est impossible de vivre sans cette carapace. » Je dis « Oui, il n'y a pas de souci, mais regardez un peu plus loin ce que je veux dire. » Parce que cette carapace, qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire ? Et quand je discute avec eux, c'est ça. Au fond, et c'est ça ce sentiment des gens, ils ne parlent à personne de leurs failles, des angoisses qu'ils traversent. Ils n'en parlent à personne, enfin la majorité, je parle. Ils n'en parlent à personne, ni à leurs parents, ni à leurs parents. Beaucoup de jeunes disent, parce qu'en fait, pour beaucoup de jeunes, je les ai rencontrés en individuel aussi, je vous expliquerai plus tard ça aussi. Ils ne parlent ni à leurs parents. Alors les enseignants, comme je dis, c'est la guerre, l'enseignant. Je vais parler de mes failles à un enseignant. Impossible. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Et alors les amis, c'est même pas la peine. Il y avait une jeune qui me disait, mais monsieur, comment voulez-vous que je dise ce que j'ai dans le cœur à mes amis ? Ils étaient là en plus, c'était ça qui était fou. Peut-être dans le... Mais alors qu'aujourd'hui, les réputations vont tellement vite. C'est-à-dire que là, je dis quelque chose à quelqu'un, il va le dire à un autre, Twitter, les réseaux sociaux, monsieur, vous connaissez. Le soir même, ma réputation, elle est terminée dans ce collège. Je veux dire, quand vous les entendez parler, parce qu'en même temps, au fond, ils parlent avec quelque chose de... Enfin, vous voyez, le cœur, il est là, on le sent. C'est bousculant. Moi, quand je passe une journée là-bas, mais je suis bousculé. Et à la fois ravi, ça me booste, mais c'est bousculant de voir l'ampleur des dégâts qu'il y a dans notre monde à travers juste la rencontre de ces adolescents. Ils sont vraiment seuls avec leurs angoisses, isolés. Je reprends ce mot, ça me... Parce que la mascarade, c'est quoi ? C'est que comme nous, entre adultes, là, quand on s'invente notre vie, quand on fait semblant,
et qu'on ressent l'impression que tous les autres, ça va, mais vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que je suis le seul qui a des failles, qui a une vulnérabilité, qui a une sensibilité, parce que j'ai l'impression que tous les... Et c'est ça, il y a une cogite qui me dit, mais monsieur, autour de nous, on a l'impression que tout le monde va bien. Moi, si je commence à parler de ma... je me sentirais... Les gens, ils diront que je suis faible. Oui, bon, le truc logique, hein. Donc la mascarade, elle est là au collège aussi, au lycée, c'est que personne ne parle, donc tout le monde a l'impression que les autres vont mieux. Et ça crée une illusion de groupe, un phénomène puissant, solide, qui rend la possibilité d'ouvrir sa carapace, mais très difficile. Et en même temps, c'est ça qui est fou avec la carapace, c'est qu'il y a des moments, c'est ça aussi que nous montre la méditation, il peut y avoir un moment et tout d'un coup elle disparaît. C'est une construction, hein. C'est une construction, c'est pas quelque chose qui est établi dans le sol. C'est ça que la méditation nous montre, c'est une construction et d'un coup d'un seul, un bon moment, quelqu'un nous écoute vraiment, on sent ça, on le sent, hein. Notre cœur s'ouvre, la carapace elle disparaît. Et je crois que c'est ça qui est formidable en fait. C'est pour ça qu'il y a en même temps quelque chose qui est bouleversant et en même temps une aspiration. Parce que s'il y a du possible, même si eux ils disent que c'est impossible. Hein. Donc cet isolement, cette impression de ne pas être à la hauteur, crée un stress et une pression. Cette pression de vouloir être parfait, de sentir qu'on ne l'est pas. Il y a une vraie pression. Et ça, c'est dès la maternelle. Je dirais même la crèche presque. J'ai eu des difficultés dans mon rapport à l'école. Et je pensais, je me disais des fois, je crois que c'est à l'école primaire que ça a commencé ce truc, et j'ai essayé de trouver des tournants dans cette idée de mieux se connaître, tout ça. Donc d'essayer de voir, mais à quel moment ça a déconné? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je suis passé du côté du mauvais élève, et qui a construit tout mon parcours scolaire? Et là, il y a quelques temps, il y a eu comme des flashs, des souvenirs. Ma maternelle, je ne m'en rappelais pas. Honnêtement, je n'avais aucun souvenir. Et là, des flashs de la maternelle, et en fait des trucs où je me voyais découper, et complètement à la ramasse dans mon découpage. Et il y avait cette maîtresse qui me disait « Allez, toi, tu vas dans le groupe là-bas. » Je sais pas, c'est ce flash, ce truc, mais la manière dont elle me l'a dit, je crois que c'était aussi terrible que d'aller dans le groupe déjà des mauvais, quoi. Je voyais, et un autre souvenir un peu plus tard, je collais, mais je galérais, j'en mettais partout. Elle sentait que j'étais hors norme direct. Vous voyez, c'est ce truc de la norme. Dès la maternelle. Et là, je le vois même, comment je vous l'avais déjà dit, je crois, je ne me rappelle plus, mais là, j'ai des enfants, donc j'ai des jumeaux, et à la crèche, je vois déjà la pression que je me mets, et qu'on se met avec ma femme, et même que la crèche met, mais moi aussi, j'y suis responsable. Hein. Je ne peux pas dire c'est la crèche, et moi, je suis là, cool. Non, je vois moi aussi que je me mets la pression, pour voir si toutes les acquisitions sont là. 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12... Mais est-ce qu'il a ça? Non, mais... On ne se fout jamais la paix, quoi. C'est vraiment même avec... Ah non, mais là, il n'est pas bien. Et puis, si... Alors, par contre, s'il est en avance, ah ouais, non, mais il est en avance. Tout surdoué. Bon. Non, mais on marche vraiment sur la tête. Bon, et du coup, je le vois vraiment pour moi. Hein, donc, je ne suis pas juste en train de dire au lycée, ils n'ont rien compris. Ou tout ça, c'est profond pour tous. Mais ce qui est le plus marquant dans les écoles primaires notamment, c'est que, même si j'y suis pas, mais je vois un petit peu comment ça se passe, c'est l'impression que l'innocence, que pourtant la méditation nous dit de retrouver cette innocence de l'enfance. Et bien, dès l'école primaire, elle n'y est plus là. C'est ce que je vous disais, cette idée de la flamme qui est perdue. On voit certains hein, c'est toujours, bien sûr, hein, il s'agit de nuancer toujours. Hein, quand je suis un peu, toujours dites-vous, nuance. Mais dans les écoles primaires, ils sont déjà plus enfants. Vraiment, mais là, c'est pas pour rigoler, vraiment, c'est très profond comment certains sont déjà plus enfants. C'est-à-dire qu'ils sont déjà passés à l'étape où ils se prennent la tête tout le temps.
l'idée de l'école primaire au départ, qu'on a repris dans cette école quand même, c'était l'idée d'aimer apprendre, de s'éclater, quoi. Et là, il y a déjà une pression. C'est ça qui explique comment maintenant on parle de burn-out à l'école. Et il y a des, bon alors je ne sais pas s'il faut dire burn-out, mais en tout cas, il y a des jeunes, des élèves qui ne peuvent plus passer le portail, même la maison, quand on se dit « je vais à l'école ». Parce que c'est la pression, une pression impossible à porter pour l'instant. C'est quand même là, quand on regarde ce phénomène, on se dit « non, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on essaye de commencer à accepter notre imperfection ». C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ça que je vois d'abord, ce que je me prends pas pour... voilà, c'est d'abord commence par toi, Mathieu. Commence à juste travailler à assumer de plus en plus tes propres imperfections. Le fait que j'étais éducateur, il y a plein de références que je fais quand je suis au collège ou au lycée qui parlent directement aux petits caïds. Parce que la stratégie que je suis obligé de mettre en place de méditer en groupe avec des adolescents, c'est qu'il faut, au départ, ça je l'ai su, c'était vraiment des techniques qu'on apprend en tant qu'éducateur, notamment dans la rue quand on est en face avec des bandes, il faut capter les leaders. Si on accroche le leader ou les leaders de la classe, toute la classe suit. Donc moi déjà, dès que je rentre, je regarde, on voit vite, hein, le clown, le machin, celui qui va faire une petite blague dès le départ, bien savonneuse pour le nouvel arrivant, pram. Je dis lui, c'est à lui qu'il faut que je parle, ou à elle, parce que là, c'est pas lui ou elle, c'est tous. Et donc, j'amène des choses. Et donc, c'est vrai que les mauvais élèves, ça leur parle au départ. Et je trouve que ce qui est marquant dans cet ouvrage aussi de Narcisse, qui m'a profondément marqué, parce que c'est l'expérience que je vis, c'est que ces mauvais élèves-là, eh bien, ce syndrome, on a l'impression des fois, parce que souvent, quand on devient mauvais élève, il y a tout un cercle vicieux qui fait qu'on peut développer une forme d'agressivité, de violence, une forme de défense profonde, où on est tout le temps sur la défensive. Là, quand j'ai lu ce truc, je me dis, mais c'est ça, ils sont reconnus là. Moi aussi, hein, un petit peu comme avant. Donc, je vous le lis, cet extrait qui est pour moi frappant, dans l'enfermement dans lequel ils se mettent à travers ce refus, cette non-acceptation de leur imperfection. D'autres expriment leur culpabilité, parce que ce que dit Fabrice, c'est vraiment que cette non-acceptation de notre imperfection crée une profonde culpabilité. On se sent coupable de ne pas être à la hauteur et de jamais être à la hauteur. D'autres expriment leur culpabilité sur un autre mode, celui de l'agression. Certains sont perpétuellement en guerre, toujours sur la défensive, en permanence sur le point d'exploser. Ça, vraiment, c'est certains ados avec qui je travaille, c'est exactement ça. En larmes ou en colère. Ils ne sont pas à prendre avec des pincettes. En réalité, ce n'est pas leur interlocuteur, ce n'est pas à leur interlocuteur qu'ils en veulent, mais à eux-mêmes. En toutes circonstances, ils se sentent, sans se l'avouer, profondément coupables d'être imparfaits, moins bons que tous les autres, bardés de défauts, incomplets. Ils se recroquevillent dans le vain espoir de se protéger, attaquent avant d'être attaqués, avant que soient démasquées leurs propres erreurs, leurs propres imperfections, dans la vaine illusion d'obtenir des autres ce qu'ils sont incapables de s'offrir eux-mêmes, le pardon. Ça, c'est vraiment c'est l'expérience que vivent ces jeunes, ces adolescents, et puis en devenant adultes, certains restent dans cet état explosif. Et puis il y a les bons élèves aussi, alors là je fais les catégories mais c'est beaucoup plus nuancé encore une fois, mais c'est pour vous montrer le phénomène. Puis il y a tous ceux aussi qui, ça se passe plutôt bien. Avec eux, j'essaie de leur parler aussi, bien sûr, qu'ils n'ont pas à avoir honte d'être ce qu'ils sont. Parce que la honte d'être un intello. Le fait que d'être un intello, on n'est pas cool. C'est quoi cette histoire, je leur dis ?
c'est quoi cette histoire? L'intello, il n'est pas cool. Bien sûr qu'il y a des intellos qui sont super cool, mais pour que vous deviniez cool, les intellos, il faut que vous acceptiez simplement qui vous êtes. Entièrement qui vous êtes. Mais ce n'est pas un problème de bien travailler. C'est pas un problème de dire à son copain quand on a révisé 3 heures le soir, de dire ben oui j'ai révisé 3 heures, au lieu de dire non, moi j'ai rien fait, cool, tranquille, moi j'y vais zen. Parce que moi quand j'étais mauvais élève, j'avais les boules. Ah ouais, t'as pas révisé? Ah ben moi non plus. Ah ben c'est super, ben, je me sentais bien, je disais c'est cool, on n'a pas révisé tous les deux, j'étais super content. Puis le lendemain, quand je voyais les notes 3 semaines après, lui il avait un 17. Je dis, tu te moques de moi, t'as pas révisé? Non mais moi tu sais, ça se fait tout seul. Ah ouais, je me sentais encore plus nul. Je disais, putain, mais moi, ça ne se fait pas tout seul du coup. Mais voilà, c'est ça qui est. Et ça c'est aussi très marquant pour ces jeunes de juste simplement assumer qui ils sont. Ça prend du temps, hein, mais en tout cas, ça parle. Et il y a une jeune qui m'a particulièrement marqué ce jour-là, parce qu'elle intervenait beaucoup pendant le temps de classe, et puis à la fin, elle est venue me voir. Elle est venue me voir, et c'est marrant, hein, parce qu'il y avait aussi un autre jeune qui est venu me voir, qui avait plus de difficultés, et lui, ça lui avait parlé quand j'ai parlé de ça, et elle, ça lui avait parlé de cette idée de bon élève. Mais elle a commencé par me dire, « Mais monsieur, pourquoi on ne médite pas les yeux ouverts ?» Je dis, « Waouh, putain, la meuf, attention !» Parce que dans le lycée, en fait, dans le lycée, l'idée, c'est, et dans les collèges, si je commence à faire méditer les yeux ouverts les 25 à 35 selon les classes adolescents, c'est sûr que c'est la foire. Le divertissement va être trop présent, donc ils vont se regarder, il le fait, l'autre il le fait pas, ils vont jeter un style. Donc bon, ça j'avais vu ça avec Fabrice, je vais être obligé de faire les yeux fermés au moins au départ, donc on y va les yeux fermés. Et donc elle me dit ça. Oui, mais c'est vrai que moi aussi j'ai appris, donc j'ai appris les yeux ouverts, mais donc j'expliquais les phénomènes de groupe, Elle me dit, non mais c'est pas du tout pour ça que je vous pose cette question. Je dis, ah d'accord. Non, mais imaginez-vous, monsieur, que dans la classe, il y a un terroriste qui rentre. Si j'ai pas les yeux ouverts, comment je vais faire pour me protéger? Je dis, d'accord. Mais elle était sérieuse en plus. Et donc on continue à discuter, et j'essaye d'aller un peu plus loin. Et elle me dit, de toute façon, moi, monsieur, je ne parlerai jamais à personne de mes problèmes. Jamais. Elle avait une assurance dans ce qu'elle disait. Elle était vraiment une puissance quand elle disait ça. Je n'en parlerai pas. Donc le jeune à côté, il dit, mais même à ton futur mari, tu ne vas pas lui parler de tes problèmes? Surtout pas mon futur mari. Non mais imagine ce qui peut se passer. Si je commence à dire quelque chose, imagine les conséquences, c'est prendre trop de risques. Moi, je ne peux pas prendre tous ces risques, je ne peux pas prendre de risques. Et je sentais plus elle disait, je ne peux pas prendre de risques, je ne peux pas prendre de risques. Ça ferme. Je disais, mais à un moment, on est obligé de prendre un risque, de lâcher quelque chose. Par exemple, quand tu dors, à un moment, tu es obligé de lâcher quelque chose, non? S'il y a un terroriste qui vient, tu dors de toute façon. Elle dit, ah non, monsieur. Quand je dors, moi, je suis en semi-sommeil. Même un jour, mon père, il voulait me recouvrir parce que il pensait que j'avais froid. Et je me suis réveillé comme ça, je voulais lui mettre un coup de poing directement. Je suis toujours sur mes gardes. Non mais c'est marrant, hein, mais c'est à la fois, moi, ça m'a terrifié. Et donc, on continue à discuter. Et je dis, mais quand tu me parles comme ça, ça veut dire que prendre un risque, c'est tout le temps prendre un risque. Si tu sors, là, tu prends un risque. Quand tu sors de chez toi, que tu vas à l'école, c'est un risque. Tu vois bien que le risque, ça fait partie de la vie. Non, mais monsieur, au fond, si ma mère ne m'obligeait pas d'aller à l'école, je resterais chez moi toute la journée, enfermé dans ma chambre. Et ça, vous voyez, ce truc d'isolement, vous voyez, c'est pour ça que je voulais vous parler ce soir, parce que là, c'était ça l'illustration de la méfiance généralisée de tout le monde, de la peur profonde d'entrer en relation avec quelqu'un. Vous voyez, c'est comme je discute beaucoup et je le vois avec eux, comment le face-à-face, même être avec un ami en face-à-face, c'est presque trop difficile maintenant.
de soutenir le regard de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont leur portable. Et ça va très vite de prendre le portable, d'entendre, d'écouter quelqu'un, mais en même temps d'écrire un SMS, que je vois beaucoup ce genre de phénomène. La possibilité, le risque de la rencontre nous fait tellement peur parce qu'on ne veut surtout pas montrer quelque chose de notre vérité, qu'on se cache, que ça devient, en tout cas pour cette adolescente, de se calfeutrer jusqu'à ne rester dans sa chambre toute sa vie presque. Et on voit ces phénomènes, notamment avec la vie virtuelle, que beaucoup d'adolescents ne veulent plus sortir en fait, ne veulent plus sortir de chez eux. Et au fond, la réalité n'est plus le rapport au monde là, c'est ou leur jeu, ou leur truc. J'ai rien contre les jeux, mais vous voyez, dans cette dimension extrême, qui fait qu'à un moment, leur vie, c'est leur personnage dans le jeu. Et leur vie là, dans la vie quand ils sont à l'école, c'est en mode zombie. Ils n'existent pas. Ils n'attendent qu'une chose, c'est la fin de la journée pour qu'ils reprennent leur vrai personnage. Et ils vivent leur vie en mode zombie. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a des trucs sur les zombies autant, c'est qu'on est en mode zombie. Et bon, ça a toujours été le cas dans l'adolescence, cette idée mais on le voit, cette idée que, par exemple, là, je leur dis, bon, allez, on va méditer, donc on le fait au début, à la fin, au bout de la deuxième séance, on le fait au début, à la fin. Oh, la flemme! Se redresser, oh non, trop dur. Et le truc qui nous bloque, quoi. Et là, on rigole, c'est un adolescent, mais je vois que c'est les gens, c'est de la flemme, quoi. La flemme de tout. Mais ça nous prend, vous imaginez pas comment toute notre vie on a la flemme maintenant. Et là je parle d'eux, mais c'est moi, je sens des fois cette flemme. Oh non. Maintenant je peux faire mes courses à Leclerc Drive. Qu'est-ce que je me prends la tête? Je fais mes courses tranquille, je suis installé, mais je suis confort, je suis bien chez moi. Puis maintenant le mec pas Leclerc Drive, non Leclerc à la maison je veux dire, parce que Leclerc Drive il faut quand même se déplacer quand même. Leclerc à la maison et le gars, bientôt je pense qu'on aura un truc pour ouvrir la porte, parce que la flemme de se ouvrir la porte au mec pour qu'on rentre les courses. Non mais la flemme quoi, attends, je mets mon truc, bip bip, ça s'ouvre, vous le déposez, rapportez là. Ça, oh non. Donc tout ça, pour vraiment, et j'ai commencé à l'esquisser et je terminerai sur ça, qu'au fond, ce qui me paraît la clé pour sauver nos adolescents, c'est de nous devenir adultes. Je crois qu'au fond, là il y a des nouvelles théories, l'adolescence maintenant c'est 10-25 ans, on a augmenté un peu le truc. Moi je dirais, l'adolescence c'est à tout âge qu'on est adolescent aujourd'hui. Moi ce que j'ai vraiment découvert dans l'école qui m'a profondément marqué, c'est de dire, Mathieu en fait, t'es pas du tout adulte là. T'es un grand enfant. Non, pas dans le sens de l'innocence, quand là, elle était partie depuis longtemps, mais dans le sens de le rapport à la vie et le rapport à ma responsabilité, le fait de ne rien assumer, de tout faire pour essayer de prendre la fuite à n'importe quel moment où je pouvais lui prendre la fuite. Allez, on se cache. Vous voyez, cette idée de se cacher tout le temps, ça nous donne vraiment ce truc où on fait tout, on est super balèze pour arriver à se cacher à n'importe quel moment. Et dans cette école, on a dit, au fond, Fabrice nous dit ça, devenir adulte, c'est assumer entièrement qui on est. S'assumer, c'est ça être adulte. Et quand on s'assume entièrement, il n'y a pas de souci pour prendre, bon, il y a toujours un peu de souci quand même, mais il y a moins de soucis pour prendre ses responsabilités quand on doit les prendre. Oui, je me connais, je sais qu'à cet endroit-là, ça peut vraiment déconner, et j'assume. Et quand moi, maintenant, je me vois parfois assumer, je vous garantis que c'est extraordinaire. Parce que là, on se sent vraiment porter quelque chose. On se sent porter sa vie entièrement et accepter entièrement cette vie. Et c'est à la fois dur, parce qu'on voit l'entièreté du décor, on voit que derrière, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais en même temps, c'est ça qui est fou, il y a quelque chose d'une force et d'une confiance qui vient en même temps. Et ce qui me renforce, et donc assumer, c'est l'entièreté de qui on est, au fond, c'est ça l'authenticité. Et ce qui me renforce vraiment dans cette idée, c'est le coup de fil que j'ai reçu cette semaine. Donc, la principale adjointe de ce collège a son fils, comme par hasard, en 4e. C'est elle qui a dit qu'elle voulait qu'on donne l'invitation en 4e, maintenant j'ai compris.
Son fils est en 4e. Et donc dans une des classes dans lesquelles j'interviens. Et c'était pas cette semaine, mais l'autre avant, quand il est rentré et qu'elle lui dit, bien sûr, alors comment c'était la méditation, et il lui dit, c'était vraiment bien. Et je crois que ce qui était vraiment étonnant, c'est que le Mathieu, parce que on dit que je m'appelle Mathieu, même s'il dit souvent monsieur, mais Mathieu, il parlait de lui. Ce qui l'a le plus frappé, c'est que je parlais de moi. C'est-à-dire j'utilisais mon expérience directe pour amener ce que j'étais en train de dire. Et elle me disait, je crois que c'est ce qui manque profondément aux enseignants aujourd'hui. J'essaie de leur dire qu'ils peuvent oser. C'est pour ça que c'est bien, elle me disait, c'est pour ça que c'est super que les enseignants soient là et écoutent, parce que, au fond, leur montrer qu'on est juste des êtres humains. Et il dit, tu sais ce qu'il nous a dit? Qu'il a redoublé 2 fois. Et tu sais ce qu'il nous a dit aussi? Que des fois, le soir, il n'arrivait pas à dormir, qu'il avait plein de pensées, qu'il n'arrivait pas à dormir. Je me dis, mais c'est normal, il pète un plomb, quoi, lui. Eh bien, justement, non. Parce que parler simplement de soi comme un être humain avec ses failles, eh bien, les adultes ne le font presque plus avec leurs adolescents, avec nos adolescents. Et ça manque. Comment je peux grandir si les adultes que je vois semblent encore plus parfaits que mes camarades? C'est impossible de grandir. Quand je regarde qui je suis, quand je regarde ce qui se passe en moi, que les angoisses que je traverse tout au long de la journée, comment je peux être adulte, comment je peux grandir, comment je peux faire des passages dans cette idée de rituel, comment je peux passer des étapes si les adultes que je vois sont inaccessibles. Inaccessibles. C'est ça le problème. On est inaccessible pour nos ados, en général, inaccessible pour nos adolescents. Et ça, c'est ça la clé. C'est ça qui fout tout en l'air. Juste dire tout simplement que nous aussi, on n'est pas parfaits. Et je crois que c'est pour ça que je suis reconnaissant à cette école, quand Fabrice a commencé à transmettre pour que des intervenants puissent enseigner. Il ne nous a pas dit faites du Fabrice Midal. Il ne nous a pas dit ouais, vous avez les enseignements, vous les répétez, c'est ça qui est important. Il nous a dit quand vous allez enseigner, soyez juste vous-même. Parlez à partir de votre expérience. C'est la clé. C'est ce qui me permet d'être comme ça là aujourd'hui avec les lycéens. C'est ce qui me permet que ça accroche. Et qui fait que là, je sens qu'il y a quelque chose qui peut vraiment... C'est par cette formation à l'authenticité qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose de vrai. Donc vraiment, je suis plein de gratitude pour cette école. Et du coup, j'essaye d'amener cet esprit de l'école ailleurs. Et c'est juste, je pense, et je crois que c'est chacun de nous ce qu'on essaye de faire, au fond, c'est par simplement notre manière d'être. C'est pas un truc de fou, hein. Il n'y a pas besoin de se raconter des histoires ou de se la péter. C'est juste être soi-même un être humain. Et ce juste, ça a l'air simple, mais on le sait tous, c'est pas forcément très facile. En tout cas, voilà, je vous remercie. Et si vous avez peut-être 1 ou 2 questions, je les prendrai. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, j'aurais plein de choses que j'aurais envie de dire et de poser comme question. Je voulais dire que j'avais trouvé ça très touchant ce que tu as raconté sur cette jeune fille enfin, voilà, l'histoire que tu as racontée. Et en même temps, c'est à la fois assez terrible et en même temps, je trouve que quand on reprend l'histoire depuis le début, cette jeune fille, elle a quand même fait la démarche. D'abord, elle est là et elle pratique, et elle a fait la démarche de poser cette question, et c'est déjà une ouverture, à mon avis, qui me paraît énorme de sa part. Je ne lui ai pas dit, mais au fond, le fait qu'elle vienne me parler de tout ça, ouais. Tout son plan, il est déjà en l'air, mais je ne vais pas commencer à lui dire. Je vais pas lui dire, tout ce que tu te racontes, là, c'est faux, tu viens me parler. Pourquoi tu me parles, alors? Pourquoi tu me parles? Va-t'en. Non, je vais pas lui dire. Ouais. Donc, je vais pas...
Non, je rigole. Ouais, non, mais c'est effectivement, c'est très, ça dit beaucoup de choses. Et justement, du coup, moi, je me pose la question finalement, voilà, pour cette jeune fille, il y a eu cette ouverture-là, mais qu'est-ce que tu fais face à des jeunes chez qui tu vas sentir finalement soit une vraie opposition qui se traduit pas de cette manière-là, soit carrément rien, enfin quelque chose de, je sais pas, des jeunes qui vraiment arriveraient pas du tout à exprimer quoi que ce soit, enfin, je sais pas, est-ce que parfois ça t'est arrivé de rencontrer ces difficultés-là, et à ce moment-là, comment est-ce que tu sais que la méditation, c'est vraiment, est-ce que tu peux être sûr que c'est vraiment le chemin pour tous, et que, enfin, pas le chemin, mais que c'est quelque chose qu'on peut continuer à proposer de façon systématique aux enfants. Voilà, comment être sûr de ça et... Franchement, je suis sûr de rien. Honnêtement, je suis sûr de rien. Je te dis, à chaque fois que j'y vais, comme là, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Tu vois, je suis pris aussi par ce truc de l'inconnu, tu vois. Au fond, je crois que là, pour l'instant, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Tu vois, je ne me dis pas est-ce que ça va aider tout le monde et tout ça. Je le fais. Et c'est comme ça, c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'étais éducateur, en fait. Ça, c'est vraiment un enseignement que j'ai reçu de là. Au fond, l'important, c'est de semer. Après, il n'y a rien, il y a aucune. Mais ça, en plus de la méditation, c'est pareil, il n'y a aucune attente, en fait. Tu vois, je ne peux pas commencer. Parce que si je commence à me. Tu vois, je ne sais pas qui ça va toucher, je ne sais pas si les gens vont méditer chez eux, je ne sais pas tout ça, mais ce n'est pas grave, en fait. Tu vois, il y a quelque chose qui a été entendu. Moi, j'ai cette confiance qu'il y a quelque chose qui a été entendu. Et quand quelque chose est entendu, même si c'est 10 ans après, c'est ça qu'on voit, il y avait les jeunes. Tu vois, il y a des jeunes que j'ai rencontrés quand j'étais éducateur de rue, ils faisaient tellement de trucs de fous que enfin, l'espoir dans la possibilité qu'ils se transforment et qu'ils prennent une autre voie était mais rien presque. Donc en fait, tu vois, tu t'appuies sur... j'ai appris à m'appuyer sur presque rien, donc ça donne, et puis ça a fait son chemin. Et des fois, j'ai vu des jeunes, par contre, ça c'était plus quand j'étais éducateur de rue, qui 5 ans après, poum, la phrase du moment qui avait été dit à ce moment-là, c'est là qu'elle vient résonner, à ce moment-là, que personne n'y croyait plus. Donc tu vois, j'ai cette confiance au fait que quand c'est le bon moment, ce sera le bon moment pour la personne. Mais moi, pendant que je donne, je n'ai qu'à donner. Après, on verra. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Donc après, s'il y a une personne qui ne parle pas du tout, qui vient me voir, ben je verrai par quel biais. Tu vois, je ne peux pas te dire, je verrai par où je vais passer. Tu vois, je le fais avec la situation. Ça t'est jamais arrivé de recevoir vraiment une opposition presque un peu... Alors après, enfin, c'est vrai qu'ils sont très nombreux, j'imagine, dans une classe sur 35 jeunes. Mais tu n'as jamais eu le sentiment vraiment que ce que tu essayais de transmettre passait pas du tout Une opposition, c'est-à-dire que s'il y en a certains qui ne veulent pas méditer pendant le truc, ils font ce qu'ils veulent, hein, par contre. Après, l'idée, c'est de ne pas déranger. Et même s'ils rigolent, ou certains au début, il y en a toujours qui rigolent, les autres, je les fais travailler à accepter la possibilité que ça rigole sans rentrer dans l'effet de groupe. Je travaille beaucoup les effets de groupe avec eux, donc de juste être là, ça rigole, ok. Et je travaille avec l'idée du petit singe. Le petit singe qui est le divertissement. Est-ce que le petit singe, il va courir à choper le rigolade et rigoler avec, ou juste tranquille, il n'y a pas besoin de s'agiter là. Et tu vois, je travaille cette question. Après, une vraie opposition où certains de la classe ont dit non, mais vous dites n'importe quoi, tout ça, non. Mais je crois que là encore, ce n'est pas la méditation elle-même, c'est encore une fois juste cet espace de parler vrai. Je vous jure, c'est parler vrai. Et ça, je crois que tout le monde, on le sait. Si on est dans une parce qu'on apprend ça ici quand même, et si on est avec des amis, si on est avec nos proches et tout ça, et juste un moment, parce que la situation le permet, on parle vrai, et on le sent, hein, je sais pas, ça crée un truc. Tu vois, ça crée quelque chose. Et des fois, ça suffit. Donc, tout mon travail, au fond, c'est de parler vrai. Enfin, d'essayer de parler vrai. Et du coup, après, c'est moi, mon travail. Hein. C'est mieux me connaître, mieux accepter. C'est ça que je dois faire, en fait. J'arrive pas toujours. Hein. Parce que des fois, je me regarde parler. Tu vois, c'est pas... Voilà. Une dernière question, peut-être ? C'est parfait. On est parfait dans l'imperfection. Je vous remercie tous.